Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vous prendrez bien un film. Voilà, nous sommes des critiques du cinéma, modestement. Voilà, tu vois, on commence bien. On est des jeunes... Très modestes. Enfin, on parle de films, hein, on va dire ça. On parle de films, on va faire nos modestes. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film assez énorme. Assez modeste, c'est sûr. Puisqu'on va parler de Psychose de Alfred Hitchcock. Et pour cela, nous sommes trois, donc moi, Arthur, voilà, comme depuis le début finalement. Simon, qui est là aussi depuis le début. Et Maxime, qui est là avec nous depuis The Last of Us. Oui, voilà, c'est ça. Et puis David qui n'a pas pu venir ce soir. Mais écoutez, il viendra sur le prochain podcast. On pense fort à lui. Voilà. Ouais. Voilà. On a choisi un peu Psychose parce qu'on s'est dit qu'en ces temps d'Halloween, c'était l'occasion. Ça correspondait. Je sais plus qui a balancé ça. C'est moi. En fait, on avait eu plein de propales de films. C'est moi qui ai dit pourquoi on fait pas un film sur Halloween et j'ai regretté instantanément. Ah ouais? Bah oui, parce que moi, comme je t'ai dit, moi je pensais qu'on regarderait un film spooky genre Famille Adams et en fait c'était un vrai film d'horreur. Oui, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Psychose. Enfin, non, c'est pas drôle. On va aborder Psychose. C'est quand même un gros morceau puisque c'est un film qui était déjà analysé, suranalysé et réanalysé et tellement de fois que c'est impossible d'avoir l'ensemble du truc et on s'est dit allez, on va amener notre petite pièce du puzzle même si on n'est pas non plus on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'analyse mais c'est pas évident. En tout cas, on précise tout de suite, ça on le dit pas à chaque fois mais on va le repréciser maintenant, on va spoiler. Et alors ceux toi là qui écoute et qui n'a pas vu Psychose, tu vas aller le voir maintenant avant d'écouter le podcast parce que c'est surprenant. Parce que c'est un film inattendu. Effectivement. Oui. Moi qui l'ai vu pour la première fois il y a 2 semaines pour l'émission, et j'ai moi-même été très surpris et très agréablement surpris que le film ne se passe pas comme je l'imaginais. J'aimerais tellement revivre ça. Je comprends. Je les comprends. La découverte d'un tel film. Non mais c'est vrai, il y a certains films quand tu les découvres pour la première fois, ça te laisse une sacrée marque. Et surtout quand t'as pas été du tout spoilé. Et là c'est le cas. Celui-là, de toute façon, est fait pour te dérouter, pour te couper l'herbe sous le pied, de toute façon, obligatoirement. Tu t'attends à quelque chose et c'est pas du tout ça qui se passe. Exactement. On va pitcher le film. Qui veut se lancer? C'est pas un exercice facile, hein, mais... Tu me regardes, donc je suis un peu... Allez, vas-y, lance-toi. C'est l'histoire de Madame Crane qui vit une vie plutôt classique lorsque, un jour... elle travaille pour un notaire, l'un des clients dépose une grosse liasse de billets et elle se dit pourquoi pas changer de vie et décide de voler cet argent, de partir rejoindre son amant et malheureusement à quelques kilomètres de là où se trouve son amant et amoureux, elle s'arrêtera au motel qui s'appelle le Bates Motel et malheureusement elle n'en sortira jamais. Exactement. C'est plutôt bien résumé. Je suis assez impressionné. Pas mal. J'y l'ai vraiment travaillé. Je l'ai travaillé tout à l'heure sous la douche. Yes. Sous la douche, en plus. Oui. Tout un symbole. Et ça va? T'as réussi à prendre ta douche? En fait, je pensais qu'à ça, du coup. Depuis que j'ai vu le film, je ne pense qu'aux douches. Donc, je suis très propre depuis le film. Non, justement, parce que je ne prends plus de douche. Ah, oui, ça sent un peu. Ok. Très bien. Est-ce qu'on peut parler du coup pour commencer, maintenant qu'on a le pitch, d'où ça vient, Psychose en fait, quelle est l'origine de ce film? C'est un livre. C'est un livre. Ça m'a trop surpris que ce soit un livre. Un livre de? Oh là. Un livre de Robert Bloch. Très bien. Et du coup, j'ai regardé quand même le début des bonus où ils expliquaient que c'est Hitchcock qui avait lu ça genre à l'aéroport. Et qui s'était dit, tiens... Il est tombé sur une critique du bouquin, c'est ça. il lit beaucoup les critiques, et ça l'a intrigué, il a lu le bouquin, et là, c'est là qu'il a voulu le faire, il a trouvé ça génial. Un bouquin qui est basé sur des faits réels, en plus. C'est ça qui est assez étonnant, alors je sais pas à quel point c'est basé sur des faits réels. Apparemment, c'était un type qui a assassiné quand même beaucoup de gens, dont sa mère, du coup, je crois que c'est ça. Et du coup, adaptation du bouquin en film, sachant qu'il y a quand même pas mal de différences. Alors, je ne pourrais pas toutes les citer, mais la principale qui a du coup été adaptée par le scénariste du film, c'est Joseph Stefano. C'est que le personnage de Norman Bates, donc le meurtrier en fait, on va carrément rentrer dedans, on va pas du tout prendre des pincettes puisque
on a dit qu'on spoilait, qui dans le bouquin est un petit grassouillet chauve, antipathique au possible. Et là, ils le prennent à revers en te proposant un personnage plutôt beau, fragile et lancé pour aider à l'identification, à avoir un peu pitié de lui, en fait, en quelque sorte aussi. Bah, c'est ça qui marche bien dans le film, et on en reparlera, c'est le côté surprise, où, en fait, j'imagine, j'ai pas lu le livre, mais j'imagine que dans le livre, effectivement, vu qu'il est antipathique, le personnage, on l'identifie tout de suite comme un personnage méchant, et d'ailleurs, il doit être défini comme ça dans le livre, mais c'est vrai que du coup, dans le film, et c'est la présentation d'ailleurs du scénario par Stefano à Hitchcock, c'était ça, c'était ce qui avait surpris Hitchcock, c'était qu'il voulait pas travailler avec Stefano au début, c'était waouh, en fait. Oui, effectivement, il y a de la surprise, et effectivement, on s'attend pas à ce que le méchant soit lui, ou etc., ou que le scénario se passe comme ça. Donc, c'est pour ça que ça crée énormément de surprises, et que ça change par rapport au livre, quoi. Et que c'est plutôt une bonne adaptation, mais en même temps, qui arrive à surprendre le spectateur. Bah, il ajoute ce côté, il a vraiment ce côté manipulateur Hitchcock dans ce film, où du début à la fin, il va juste jouer avec le spectateur et à jouer avec ses attentes, dès le début du film. Le plan d'ouverture, c'est clairement un plan qui exprime du voyeurisme en fait. Ouais. Où on arrive par la fenêtre comme un oiseau ou je sais pas quoi, ou une mouche, et on rentre à l'intérieur et on vient observer des gens qui en plus viennent juste de faire l'amour. Il y a un aspect sexuel hyper présent dans tout le film, c'est ce côté voyeur et malsain qui est installé dès le début. Et on te dit, toi-même spectateur, tu es aussi le voyeur. Oui, parce que tu regardes en fait à travers certes un écran, mais tu regardes la vie des autres, quoi. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment une discussion de vie. Et tu es voyeur aussi, comme Norman Bates, voilà, qu'on verra. Plus tard, va observer avec le fameux Marion trou dans le mur, voilà. dans le trou dans le mur. Ouais. C'est-à-dire, c'est un peu cette scène-là qui est la charnière. Mais on va reprendre un petit peu sur le début du film. Donc, on découvre donc le personnage de Marion avec son amant. On suppose, bien évidemment, en tout cas, le film t'expose clairement qu'on va suivre ces personnages. Apparemment sur une histoire assez classique, une histoire d'amour, mais qui est quand même travaillée, qui est quand même prenante, avec un personnage qui va, du coup, comme tu l'as dit dans le résumé, qui va en fait avoir sa vie chamboulée, qui est quelqu'un qui est assez rangé en fait finalement, et qui va décider tout d'un coup de commettre un vol. Et on sent sa maladresse, on sent enfin, elle n'y arrive pas, quoi. Moi, ça m'a fasciné, le départ, parce que déjà, la scène d'exposition est incroyable. Il y a l'effet voyeurisme, et la scène d'exposition où ils discutent tous les deux déjà dans la chambre de motel, incroyable de sens, où on arrive à identifier les personnages et leur caractère en moins de 5 minutes. C'est hyper impressionnant, le fait qu'elle soit effectivement rangée, mais qu'en même temps, elle ait ce côté je suis amoureuse et passionnelle, est hyper bien défini, et effectivement l'enchaînement avec la caricature du Texan affreux, hyper misogyne, etc. Oui. Et voilà, et puis ça maladresse de j'essaie de trouver des fausses excuses pour partir tôt du travail et tout ça. C'est vraiment du travail d'orfèvre, je trouve, sur un début de film, quoi. Oui. Et ce qui est amusant, c'est dans le choix de l'acteur. Alors clairement, on veut nous faire suivre Marion, et dans ce sens-là, Hitchcock voulait dès le départ mettre une star en fait, dans ce rôle-là, qui va s'avérer être un rôle quasi secondaire en fait. En tout cas, qui dans un premier temps est le rôle principal, mais qui va devenir rôle secondaire. Il y a un truc assez marrant là-dessus qu'on voit tout au long du film. On change de personnage à chaque fois, et on doit se réattacher à un nouveau personnage à chaque fois, ou à un nouveau couple aussi jusqu'à la fin. Mais surtout qu'en plus, Janet Leigh, parce que du coup c'est l'actrice principale, enfin, entre gros guillemets. Alors déjà, il faut savoir que les noms sont présentés dès le début, mais sauf que pour le générique, sauf qu'en fait c'est pas elle qui passe en premier, c'est Anthony Perkins qui est présenté en premier avant elle, ce qui est assez marrant parce que Janet Leigh est quand même normalement une star à l'époque. Et Janet Leigh, elle est pas présentée comme une héroïne parce que c'est quand même le personnage qui vole finalement. Et c'est quand même pas bien de voler à la base, quoi. Oui, mais on voit qu'elle est... Enfin, non, on a de l'empathie. On a de l'empathie, en fait. On a en plus, on est vraiment de son point de vue, elle, enfin, dès le début du film. Tout est calé sur son point de vue. On est même dans ses pensées à plusieurs moments où elle imagine ce que pense son patron, ce que pense le type qu'elle a volé. Elle se fait des films, en fait, dans sa tête. Elle filme complètement, et on est toujours de son point de vue, et tout est filmé de son point de vue. Comme par exemple toute la scène avec le flic. Donc en fait elle s'est enfuie en voiture, elle s'est enfuie en voiture avec son argent, etc. Et à un moment donné, à force de rouler, elle finit par s'arrêter, elle dort dans sa voiture, il y a un flic qui vient la voir, qui est extrêmement flippant. En plus on voit pas ses yeux, donc il y a un côté le type est insondable, il est quasiment inhumain, il est hyper présent, il a une énorme tête, le cadre est ultra flippant.
Et un peu plus tard, donc elle vient changer de voiture, mais elle se plante complètement parce que le flic la suit. Et quand on voit le flic, on voit toujours son point de vue. C'est-à-dire que quand elle est loin du flic, on le voit de loin. Quand elle marche même, on est en travelling. Et c'est très subjectif. Le film est très subjectif à ce moment-là. On s'identifie pleinement à elle, en fait. Et jusque la scène où, dans cette scène-là aussi, où quand elle voit les plaques d'immatriculation, j'en avais parlé quand on avait regardé, où vraiment elle dit rien, mais juste avec le montage, tu comprends qu'en fait elle cherche une voiture qui soit pas dans un état le plus loin possible, en tout cas un truc très différent. Et toujours son point de vue. Enfin, il y a vraiment un travail sur la mise en scène qui est excellent à ce moment-là. C'est marrant tous ces personnages aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est parce qu'en fait, de toute façon, on nous montre dès le début qu'elle commet une faute, quelque chose de vraiment de très grave. Et sans arrêt, elle a des alertes sur son parcours. Elle a le flic, elle a ce qu'elle pense, elle a le vendeur. Comme des choses qui pourraient aussi la décourager, genre fais demi-tour, tu peux encore faire demi-tour. C'est pas trop tard pour réparer ta boulette. Oui. Le vendeur qui arrive, qui l'accueille en disant d'abord vous êtes le premier client, ça porte malheur en général, c'est toujours des problèmes le premier client. T'as une épée de Damoclès en permanence même dans le dialogue. Mais d'ailleurs, je sais pas, c'est pas à ce moment-là où il lui dit. Voilà les problèmes. Non, c'est ça. Les problèmes. Je sais plus. Le premier client de la journée pose des problèmes. Je sais plus. En fait, la première phrase qu'il dit, c'est voilà les problèmes. Elle fait comment ça? Oui, c'est ça. Et il dit effectivement, les premiers clients de la journée portent toujours un problème. Et il fait ça un peu en mode genre c'est une blague. Mais j'essaie de sympathiser avec le client. Mais du coup, pour nous, c'est un double sens, ou même pour elle qui se retourne en mode genre. Oui. Et même quand elle part et qu'il l'arrête en disant comme ça et qu'elle freine. Et même là, on est de son point de vue parce qu'on voit pas. En fait, elle les voit pas. Elle entend juste quelqu'un qui lui crie en fait. Et puis elle se retourne et c'est là qu'on le voit. Enfin, il y a vraiment un travail dans le montage et dans le cadrage qui est petits oignons, je trouve. Et on parle de cette opposition. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je continue? Il y a beaucoup de miroirs dans le film. Et surtout, a priori, avec Marion, il y a beaucoup de moments où elle est devant un miroir. Quand elle recompte son pognon dans les toilettes justement du garage, il y a toujours ce miroir à côté d'elle, cette espèce de dualité ou de choix. C'est plus elle, c'est son côté sombre, je sais pas quoi. Jusque dans ses habits, ses vêtements, où ses sous-vêtements sont blancs avant qu'elle vole et sont noirs après. Il va jusque. Hitchcock est vraiment dans le détail à fond. Et ça va jusque là. J'ai pas vu. Ça, et puis tu sens que plus elle essaie de rendre parfait son coup, plus ça foire, plus ça devient, plus elle se fait. Plus à la fin, tout le monde est autour d'elle, elle a montré du doigt, quoi. Le garagiste, le flic. Quand elle s'en va, Ils sont tous les trois, les mecs, à la regarder, mais qu'est-ce que c'est que cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Tu sens que c'est tellement. Elle a des casseroles, quoi, derrière sa voiture. Regardez, je fais quelque chose de pas bien, mais là, je suis lancé, et puis j'y vais, quoi. Et surtout qu'en plus, elle est juste. Enfin, ce qui est marrant, c'est que quand si tu retires plein d'éléments de montage et plein d'éléments visuels, etc., en fait, c'est juste une personne très maladroite qui n'arrive pas trop à s'exprimer et qui dit des bêtises, etc. Parce qu'en fait, finalement, elle a rien à se reprocher, il n'y a rien de visible, etc. Et c'est juste le fait qu'on appuie, comme tu as dit, avec le flic, on ne voit pas son visage, etc., qui pour moi d'ailleurs fait très Terminator. Je me suis rappelé, ça m'a rappelé mon enfance. Oui. Terminator. Et je trouve qu'elle a peur des flics aussi. C'est vrai? Ouais, tu m'étonnes. En même temps, vu comment elle le décrit, vraiment. Oui. Mais c'est par le prisme du regard du personnage, et du coup, il est perçu comme un monstre, là où si t'avais un point de vue un peu omniscient, oui, il n'y a rien de spécial, quoi. Vraiment rien de spécial. Mais c'est vrai que du coup, tout fait peur. Et le flic est vraiment juste incroyable, comment il est stoïque, etc. Et qui dit que des petites phrases. Et tout en suggestion. Et qui prend en plus vraiment tout le cadre de la caméra, quoi. Oui, il est hyper présent. T'as même le surcadre de la vitre de la voiture, il est rentré à l'intérieur presque. C'est très pesant. Et du coup, là, on est toujours dans l'histoire d'amour. En fait, on n'est toujours pas dans le glauque, quoi, qui va arriver. Même quand elle arrive au motel, en fait, et qu'elle rencontre Norman Bates, jusqu'à certains points, en tout cas, mais vraiment au tout début, t'es toujours. La plupart des spectateurs peuvent même se dire, il va y avoir une rivalité entre Norman et l'autre avant. Mais on est quand même déjà dans la psychose. Parce que c'est exceptionnellement marrant, parce qu'elle crée de la paranoïa, en fait.
vu qu'elle se pose des questions et qu'elle imagine en fait ce que les gens sont en train de dire d'elle, etc. On est déjà dans l'accès de... c'est hyper stressant, en plus avec la musique qui joue beaucoup. Et puis elle est paumée, et puis lui aussi, Norman aussi. Ouais. Oui, tout le monde c'est en ça qu'il se retrouve un peu, enfin, c'est un peu Ouais. pour ça aussi qu'elle accepte de manger de partager un repas avec lui à un moment donné aussi, ça, puis parce qu'elle est un peu contrainte, parce que sinon elle va se faire démasquer. Ouais. Mais il y a ce rapprochement qui se fait à cause de ça, et on pense ça aussi, ils sont tous les deux paumés, ils vont se retrouver, jusqu'au moment où tu sens que lui, en fait, il vrille, en fait. Ouais. Quand il commence à parler de sa passion pour la taxidermie, etc., et qu'il commence à parler de l'asile, etc., et puis tu as l'impression que le mec, il en sait beaucoup sur les asiles. Donc, j'ai probablement déjà été interné, mais clairement. Tu vois. Très, très clairement. Donc, et c'est là que le basculement se fait, où tu te dis, ok, ce mec est flippant, il va se passer un truc. Ouais. Et ça arrive très vite après, d'ailleurs. Ouais, c'est hyper rapide. Mais déjà, pour l'anecdote, moi je croyais que le film s'arrêtait quasiment juste après, parce que après, bon, il y a la fameuse. Le premier film s'arrête là, en fait. Ouais, là, le premier film s'arrête là. Mais du coup, pour moi, le film s'arrêtait là parce qu'il y a la fameuse scène iconique de la douche et que l'actrice principale mourait. Donc pour moi, le film s'arrêtait là. On y reviendra après, mais effectivement, le film s'accélère et en même temps se ralentit. Il y a vraiment un rythme hyper marrant entre le premier tranchant du film, la moitié, et le deuxième tranchant, il y a lenteur, accélération, lenteur, quoi. Est-ce que tu viens un film et t'as un autre film qui vient l'exploser? Ouais, c'est ça. Et tu te dis, attends, c'est pas fini. Tu t'es perdu, bah, regarde, tu te retrouves, tu vois. C'est comme si le premier film s'était perdu dans le Bates Motel, et voilà, c'est un autre film en fait. C'est métamorphosé. C'est ça. Mais on s'attend à voir un espèce de triangle amoureux, en fait, de choses, de fuite en avant, et en fait on tombe sur un slasher. Ouais, non, mais c'est ça. On tombe sur un des coups, ça tourne autour d'un psychopathe, qui. Oui, mais dès qu'on voit le décor de la maison, en fait, qui surplombe le motel tout en horizontalité, et la maison en verticalité, qui surplombe le tout, qui est hyper gothique aussi. Donc, tout ça, c'est en studio d'ailleurs, tout ça. Hein, très fait sur mesure. C'est ça, ouais, donc complètement. C'est inspiré de Edgar Hopper. La fameuse peinture, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Edgar Hopper. Voilà. Et hyper oppressante cette baraque, toujours visible à l'Universal Studios d'ailleurs. Très, très maison hantée avec les nuages derrière et tout. Avec les nuages incrustés derrière. Moi ce que j'avais, alors je sais pas si c'est un effet de la caméra ou pas, mais moi je trouvais que la maison était très en flou et que du coup ça faisait un peu comme une illusion derrière. Mais après c'est peut-être mais c'est un côté fantomatique et très gothique. C'est volontairement un peu bizarre quoi. Mais bizarre. Et pour le coup je trouve qu'il est vraiment à plusieurs moments même sur l'ensemble à la frontière du fantastique avec ce personnage de Norman Bates qui est complètement qui a littéralement une voix de femme à un moment donné. Oui. Et qui se dandine aussi dans l'escalier dans la deuxième partie. Il y a un côté vraiment presque surnaturel. Pas jusque-là, mais il te met aux limites du truc, vraiment. Et j'ai une anecdote d'ailleurs sur cette baraque et sur le fond avec les nuages, tout ça. C'est sur un cimetière indien. Non, ça aurait pu. Non, mais ce qui est amusant, c'est que je crois que c'est le chef opérateur qui en parle dans les bonus. Où en gros, il s'est planté au niveau du calendrier, c'est-à-dire que il a pas fait gaffe qu'il y avait la pleine lune sur le tournage. Hitchcock a fait la gueule et il a dit non mais faut faire quelque chose quoi. Et en fait, t'as un mec qui a pris ce qu'on appelle un drapeau en éclairage, c'est juste une toile tendue noire et il l'a tendu devant la lune. C'est vrai. Pendant toutes les scènes, il y avait la pleine lune. Oh l'enfer. Parce que Hitchcock ne voulait pas la pleine lune. Oh la vache. Je trouvais ça très drôle. Il n'avait plus de bras à la fin. Ouais, c'est ça. T'as aimé travailler avec Hitchcock? Non. Non. Il n'était pas réputé pour être... très gentil. Je sais pas, mais en tout cas, il est très très exigeant. Très exigeant. Très perfectionniste. Oui. À tel point qu'il y a une scène... à un moment donné, il a délégué, parce qu'il y avait une grippe, la scène avec le détective privé qui vient dans la maison du coup de Norman Bates. Et quand ils montent les escaliers pour explorer en fait, ils ont tourné ça avec des plans en fait sur les mains et les pieds du personnage qui monte les escaliers, juste les mains qui glissent sur la rambarde, etc. Et du coup ils ont montré ça à Hitchcock, qui a dit non, ça c'est des plans pour un meurtrier, c'est pas des plans pour une victime. Et il a totalement raison, parce que du coup quand tu vois les plans, ce qui montre aussi une scène qui est similaire qu'il a fait dans Frenzy pour le coup, qui est un autre de ses films. Ou pareil, il filme comme ça, mais pour le coup, c'est un meurtrier. T'as un aspect menaçant, alors que là, ils ont retourné la scène et ils ont fait un plan beaucoup plus large avec son visage, en fait, et en plongée en plus.
Oui, avec un gros flou derrière, là, t'as l'impression qu'il y a un précipice derrière C'est lui. ça. Là, Mais ce côté oppressant de on t'observe aussi de haut, quoi. Et, Ouais. et en ça, là, c'est une victime. Purement du langage du cinéma, du coup. Que tu peux pas avoir ailleurs, tu peux pas avoir dans un bouquin. Il y a beaucoup de plongées, d'ailleurs, dans ce film, où en fait on sent beaucoup les personnes qui vont mourir, on sait qu'elles vont mourir, parce qu'il y a toujours de plongée sur elles. Par exemple, tout le début du film, Crane, elle est beaucoup dans une situation où elle est assise et que les gens la regardent d'au-dessus. Le flic, le Texan, alors je l'appelle le Texan parce que, bon, pour moi il y a un accent texan, mais après c'est... Qu'il a le chapeau. Qu'il a le chapeau, évidemment. Ou le gros sale aussi, on peut dire. Parce Oui, que oui. il regarde tellement sale, il est insupportable. Hein. Il est affreux. Ils ont bien trouvé l'acteur, vraiment. Le mec est... C'était mon personnage préféré jusqu'à qu'il y ait le flic, parce que je le trouvais vraiment caricatural, j'adorais, puis j'ai vu le flic. Mais en tout cas, voilà, ces deux personnages, ils la regardent d'au-dessus, même le garagiste, il la regarde beaucoup d'au-dessus, et puis les moments où elle est, il y a la caméra se plonge un peu vers elle. Norman Bates, c'est le cas aussi pour un petit moment. Donc il y a plein de moments où elle est en contre-plongée, pareil avec le détective. Donc en fait, c'est des gens qui sont toujours dans une situation d'être des proies, en fait. En tout cas, ils sont tout le temps écrasés, même au-delà de la contre-plongée. Je pense à un plan dans la douche. Oui. Le plan où il y a Norman Bates qui rentre, en tout cas Madame Bates, si on veut imaginer qu'il y a deux personnages, qui rentrent dans la salle de bain. Le tout début du plan, en fait, on voit juste le rideau sur fond blanc, quoi. Et elle est vraiment tout en bas à droite. Et t'as tout le rideau qui prend la place, tu vois. Et là aussi, elle est écrasée, quoi. Par tout ce truc qui est énorme autour d'elle, qui la recale dans un petit coin. Et puis ce plan du pommeau de douche aussi, là, qui lui tombe dessus, là, vraiment très menaçant aussi, tu Oui, sais. oui. J'adore ce plan, moi. Vraiment, t'as l'eau qui passe tout autour de la caméra, comme ça. Et ça, c'est amusant, mais ils ont C'est inventé génial. un truc spécialement pour que la flotte tombe bas sur l'objectif. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué un espèce de pommeau qui est suffisamment... Enfin, je sais pas comment ils qui ont envoie calculé. l'eau Qui envoie très l'eau loin, suffisamment quoi. large. Ouais. Pour pas toucher la caméra, parce qu'à l'époque, tu pouvais pas envoyer de l'eau sur une caméra. Bah, vous voyez, allez mieux. Même aujourd'hui, hein, Ça ne se doit faisait pas. Ouais. Bah si, aujourd'hui tu peux. Ouais, tu peux, mais t'as bon. beaucoup de plans où Oui. t'as la flotte qui tombe dessus, c'est plus un problème. Mais à l'époque, t'avais pas, je sais pas si on peut dire tropicalisé, mais oui, c'est ça, c'est ce principe-là aussi, quoi. Non, mais en tout cas, moi, la très belle scène qu'on a survolée tout à l'heure, c'était la scène de la rencontre entre Norman Bates et Madame Crane, Marion Crane, qui du coup mangent ensemble et échangent, où en fait il se passe tellement de choses dans cette scène, parce que c'est à la fois une scène d'exposition pour la suite du film, parce qu'on va présenter quand même le personnage principal de la suite, et en même temps on annonce la mort et l'épilogue du personnage de Crane qui, dans sa tête, fait une rédemption en disant bon bah effectivement je vais retourner rendre l'argent, sans le dire hein, bien sûr, mais qui dit bien je retourne à Phoenix parce que j'ai des choses à y régler. Et donc elle fait sa rédemption là, et en même temps on arrive à présenter le personnage de Norman Bates où tout est là. Même quand tu n'as pas vu le film, tout est là et tous les indices te sont donnés pour comprendre que Norman Bates c'est quand même une personne assez dangereuse. Et tout est mis à ce moment-là, avec en plus de ça la passion pour la taxidermie, le plan sur les oiseaux qui sont des prédateurs menaçants toujours, avec des effets de lumière. Oui. Et je trouve ça fou pour un film en noir et blanc d'avoir remarqué qu'il y avait des effets de lumière dans le film, parce qu'il y a plein de moments où je trouve que t'as des effets de lumière sur les visages, et tout d'un coup le prédateur est tellement bien éclairé que tu vois que ses ailes et ses pinces, ses serres, merci, sont dans le noir, mais que son visage, lui, et son bec commencent à s'ouvrir dans la lumière. T'as un côté menaçant, en fait, qui est souvent là aussi. Parce que la figure de l'oiseau, elle est aussi représentée plus tard dans le film, d'une façon un peu comment dire, d'une autre façon, où tu vois la sœur, du coup, de Marion, qui est avec son amant, du coup, dans un espèce de magasin. Et le plan final de la scène, c'est vraiment ces espèces de râteaux derrière elle qui la surplombent, mais qui font comme des ailes d'oiseau menaçantes ou des griffes. Comme un Cette crochet image, qui se referme. ouais, cette image du rapace ou du prédateur qui surplombe les futures victimes, quoi. Et qui est partout, parce qu'au début, on lui dit qu'elle a l'appétit d'un petit oiseau. Oui, on parle beaucoup, ouais. Et puis il y a le cadre qui tombe, parce que donc on skip rapidement. Après il y a la scène de la douche, et la scène Norman Bates voit le corps de Crane décédé, il se retourne, et en fait en tapant contre le mur, il y a un petit moineau qui tombe en cadre. Et il y a plusieurs plans différents sur Norman Bates, et peu importe le plan, t'as toujours un oiseau dans un coin, t'as le hibou, et après quand c'est plus près de lui, un peu plus en face de lui, t'as le corbeau qui dépasse, t'as toujours des oiseaux tout autour de lui quand il parle. C'est hyper menaçant comme... Mais c'est marrant parce qu'il est à la fois hyper menaçant et hyper rassurant en même temps. Parce que c'est lui qui... Ouais, c'est ça, c'est lui qui la rassure et qui lui fait comprendre quelque part que c'est pas grave,
Puis comme il lui dit même, on s'évade jamais vraiment. À un moment, il lui dit ça, on s'évade jamais vraiment. Ça, c'est fort. Il parle de lui, il parle de lui et d'elle, quoi. Et puis, c'est qu'il est à la fois, il est tout, quoi, là-dedans. Il est pathétique, quoi. Ouais, c'est ça qui fait. C'est de lui, en fait, à ce moment-là. Tellement. Et à un moment donné, il s'avance vers la caméra comme ça, tu sais, et là, tu commences à voir un peu la menace du mec, quoi. Et surtout, les moments où tu sais, où il est d'un coup, il est très menaçant dans ses propos, très dur, le regard très dur, et puis d'un coup, et puis il se remet à sourire comme ça, comme un il a un sourire figé. Il est capable de passer d'une émotion à l'autre comme ça, c'est. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un très très grand acteur, quand même. Ouais, du coup, moi je l'ai découvert. Alors, je l'ai peut-être vu dans d'autres films, mais en tout cas, moi je l'ai vraiment découvert sur ce film-là. C'est son grand rôle, hein, c'est ce qu'il a révélé. Hein, c'est incroyable, il est incroyable. Je le détestais au début du film parce que je le trouvais justement trop malaisant, était très inconfortable. J'ai l'impression que c'est totalement son perso. C'est que c'est fait exprès parce qu'il est très inconfortable dans son costume qui est trop grand pour lui et tout. Oui, il est gauche. Quand il est à table chez lui, tu sais, il est complètement tordu sur sa table, il est coincé en plus dans le cadrage avec la porte qui l'écrase là, sans sa mère en fait qui le tient, quoi. Mais en fait, par contre, après, il se révèle incroyable d'un panel de jeux d'acteurs qu'il a, qui est juste. Mais j'aime beaucoup cette scène, justement, quand il mange avec elle. Je trouve qu'il est incroyable dedans. Et il dit, la taxidermie, c'est plus qu'un hobby, c'est toute ma vie. C'est clairement un fusil de Tchekhov. Hein. Et quand je l'ai vu la deuxième fois, j'ai fait, oui, c'est ta mère aussi. C'est ça. C'est ça. C'est une grande passion. Mais à propos, alors c'est marrant parce que l'image de la mère aussi, on l'a régulièrement dans le film. Enfin, tous les personnages parlent de leur mère à un moment donné. Dès le début, les deux amants dans la chambre où lui il dit on retournera à la photo de ta mère, pas qu'elle nous voit, ou l'autre secrétaire qui travaille avec elle qui dit oui mais puis il faut que j'appelle ma mère, je sais pas. Enfin, il y a toujours la présence de la mère qui surveille, mais qui est pas visible, mais qui est là, qui est présente en fait. Très freudien ce film. Peut-être au niveau de sa mère. Non, mais je serais curieux, j'ai pas trop lu quelle relation il avait avec sa mère Hitchcock, mais je pense que il devait y avoir quelque chose de. Ça, je ne sais pas. Déjà vis-à-vis des femmes, il avait déjà une relation particulière, mais je sais juste que le scénariste, pour le coup, lui, il faisait une psychanalyse. Et il s'est un peu inspiré quand même de ce qu'il a entendu. Surtout pour le discours de fin avec le psychiatre, pour le coup. Voilà. Alors, ça on en parlera. Le morceau. J'ai détesté. C'est le seul moment du film que j'ai. On peut en parler maintenant, c'est pas grave, mais c'est vrai que moi aussi j'ai pas beaucoup aimé cette scène. Après, je pense que c'est un truc d'époque aussi. Je pense qu'à un moment donné, les gens avaient besoin qu'on explique. Oui, mais du coup, tu vois, quand t'as vu tout le film et que, on l'a dit tout à l'heure, Hitchcock est un perfectionniste et il est dans le moindre détail. Moi, j'étais très impressionné de cette capacité à avoir tout prévu, tout planifié, que tout soit méga cohérent. Et je trouve ça fou qu'il n'ait pas réussi à intégrer le message que porte le psychiatre dans son film sans passer par un discours monolithique. Il l'a fait, mais c'est juste qu'il rajoute ce discours à la fin. Ils ont hésité, je crois qu'ils ont vachement hésité sur la fin. Pour moi, c'est pas utile. Et peut-être que pour l'époque, c'était utile. Pour l'époque, c'est utile, parce qu'à l'époque, il fallait tout expliquer. Voilà. Le personnage qui expliquait. Alors déjà, ils auraient dû changer l'acteur, parce que je trouve que l'acteur cabotine. Et puis, à l'époque, surtout, on n'avait pas ce genre de film. Oui, c'est vrai. C'est nouveau. C'est vrai. Mais du coup, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que c'était en trop, parce que j'ai compris ce que me racontait le film. Je suis d'accord. Mais parce que peut-être aussi, on n'a pas les mêmes codes. C'est ça. Mais du coup, ça rajoutait un truc où vraiment, la scène, j'étais en mode genre... Mais arrête, et en plus de ça, je trouve que l'acteur surjoue tellement trop. Enfin, c'est pas qu'il surjoue, c'est juste qu'il fait un truc genre. Il fait son psy. Oui, il fait son psy en faisant des petits gestes comme ça là. Il fait pas que son psy, il fait son numéro quoi. Parce qu'à un moment, t'as envie de lui dire, mais mec, quand il lui dit, c'est-à-dire que c'est Norman Bates qui a tué ma sœur. Oui. Mais non. Et tu veux dire, mais mec, un peu de tact, t'as sa sœur qui est juste en face là. C'est clair. Tu t'es pas au spectacle là, mais. Non, mais ça, là, il parle au spectateur quoi. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est que c'est une époque aussi où les gens avaient, où ces connaissances-là de la psychologie, de la psychiatrie étaient moins ancrées dans la société. Aujourd'hui, il sortirait là, les gens comprendraient très vite ce qu'est le développement de personnalité là. Je pense que c'est des notions comme ça. Ouais, il fallait qu'il y ait des mots dessus très clairs. Mais parce que je pense que c'est pas un sujet qui était visible beaucoup aussi. À l'époque. Oui, c'est ça, ouais. C'est très nouveau. Donc... Mais c'est vrai que c'est pompeux comme ça. C'est un peu lourd. Mais ça gâche pas pour le coup la scène qui vient après avec Norman dans sa cellule là. Ah non, parfaite conclusion. Qui pour le coup est une conclusion absolument parfaite avec cette surimpression du crâne de sa mère sur le visage. Et puis lui qui dit rien, quoi, c'est que du monologue intérieur. Puis clairement, c'est elle qui a pris le dessus. Ah oui, c'est ça. Norman est parti, quoi. Il est parti, Et puis ça, toujours pareil.
le jeu d'acteur, incroyable. Ouais. Quand il se relève à son regard, là, putain, il fait peur, quoi. Que chaque il mimique, fait peur, quoi. mais même pendant tout le dialogue, parce que c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est que pendant tout le dialogue, il fait des petites mimiques, tu vois, en accord avec ce qui est en train Je d'être pense que dit. c'est lui, je pense que Hitchcock lit le texte ou je sais pas derrière. Ce qu'il a fait en tout cas pour les scènes où Marion est seule dans sa voiture et qu'elle imagine des trucs, quelqu'un lit le texte à ce moment-là et lui dit quelle expression faire aussi. Et elle joue super bien aussi à ce moment-là, c'est assez impressionnant aussi. Ouais, mais Norman Bates, moi ça m'a impressionné, et effectivement finir sur le sourire et l'impression du... Sur l'impression qui est subtile en plus, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont loupé. Et non, c'est génial, c'est super. Très impressionnant, très impressionnant. Mais en tout cas, voilà, le psychiatre, moi j'ai pas du tout aimé ce passage-là. Non, moi j'ai pas non plus. Qui gâche pas le film, hein, clairement mais pas du tout. Je suis pas surpris au vu des films de l'époque aussi. Je reviens à la. Je voudrais parler de. Je voudrais dire que c'est aussi un film qui est osé pour l'époque. On parlait de l'époque justement. Il y a des scènes. La première scène qui est une scène quasi érotique pour l'époque en tout cas, très très osée, très érotique. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Et là, il s'attache aussi à faire quelque chose d'un peu plus réel, tu vois. À se dire, bah oui, les scènes d'amour à l'époque, c'était très. Comment dire, très contrôlé, très pudique, en fait. Et là, il se autorise à quelque chose d'un peu plus réaliste et du coup, un peu plus osé, un peu plus. Jusque dans la scène, où, pour le coup, de voyeurisme, quand il voit par le trou quand Norman Bates voit par le trou qui est derrière son tableau. On la voit se déshabiller et c'était quelque chose qui a failli être censuré. D'ailleurs, il y a un plan qui a été censuré dans certaines versions parce qu'à l'époque, il y avait le fameux code Hays. C'est un code qui a été établi en 1930 par le sénateur William Hays, qui était président de la MPAA. La MPAA, en gros, c'est l'association de production et de distribution de films aux États-Unis. Et donc c'est un code de bonne conduite, en gros, pour les films, sur ce qui est bon de montrer ou pas dans un film. C'est un code qui arrive suite à des scandales, en fait. Donc les studios se sont imposés ce code pour éviter d'être pris pour cible par des intervenants extérieurs. Donc ça a été d'abord assez strict au début, et puis ça s'est un peu effacé petit à petit dans les années 60, au milieu des années 60. Et donc Psychose, là, qui est sorti en 1960, intervient un peu là où ça commençait à être plus calme en fait là-dessus. Et du coup, on a un bon exemple de ça avec la scène de la douche, où là il te place un plan sur les toilettes qui fonctionnent. Alors ça paraît hyper anodin aujourd'hui, mais à l'époque c'est la première fois qu'on voit des toilettes en fonctionnement au cinéma, en tout cas américain. Et ce qui a même créé le malaise, et ça il en a parfaitement conscience, Hitchcock, de ça, parce que du coup il se dit les gens voient pas ça, donc on va la mettre juste avant la douche pour commencer à créer un sentiment de malaise chez le spectateur. Ça plus ça en fait, ce côté osé en fait te dit on peut peut-être tout montrer dans ce film, prêt pour toi. Tu vois. Et jusqu'à la fameuse scène de la douche où là pour le coup il montre quasi, c'est passé la censure nickel. Et le montage est absolument majestueux parce que justement tu as l'impression de voir même la violence aussi, les coups de couteau, tu as l'impression de les sentir et de les voir, mais en vrai tu analyses image par image, tu ne vois rien. Tout est suggéré par le montage, la mise en scène, le rythme, la musique, jusque dans les coups de couteau. À chaque fois qu'il y a une coupure dans le montage, c'est un coup de couteau. Et ça a tellement bien marché qu'à la censure, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire vraie, une anecdote qui est vraie, c'est que une des personnes qui était là pour censurer le film s'est levée en disant on a vu quelque chose, on a vu un bout de téton là. Alors attendez, non, on va repasser le film. Il y avait rien, on voyait pas. Non, pas de téton. C'est parce qu'il était déçu en fait. Voilà. Je sais plus ce qu'il lui a dit, mais genre calme-toi un peu quoi. Vous êtes un peu obsédé. Je sais plus ce qu'il lui a dit, mais c'était un peu, ça voulait dire ça un peu ça quoi. Donc il s'est servi un peu de ça pour amener ce petit malaise en fait et te dire prépare-toi à tout en fait. C'est hyper habile.
Et en fait, et du coup, oui, j'ai découvert que ça existait, cette censure. Je connaissais la censure puritaine aux États-Unis, mais pas autant. Et donc, je le trouve hyper malin parce qu'en plus de ça, je trouve que tout est hyper sensuel. Tout est soit suggéré, mais rien n'est apparent, n'est montré, ou il n'y a rien de choquant ni de trash. En effet, il n'y a rien de choquant. Enfin, il n'y a rien de montré de façon crue. Mais c'est tellement bien suggéré que tu le finis par le percevoir, en fait. Puis ce qui est chouette dans cette séquence-là, ça paraît bête comme ça, j'y pense là, c'est quand elle met l'eau en route, aussitôt elle a l'espèce de sourire, tu sais, de soulagement, de confort, tu fais Il n'y a plus de musique à ce moment-là. Ouais, c'est qu'elle est bien, quoi. Elle est sous l'eau chaude, elle est bien, elle sourit, et là tu la vois sourire alors qu'elle souriait depuis le début du film, elle souriait pas, quoi. Et là tu sens qu'à la fois elle est lavée de ça, quoi. Tu sens qu'elle va retourner, elle est contente de retourner, de faire demi-tour. C'est génial. Et puis c'est d'autant plus dramatique ce qui se passe dans les secondes qui chiffrent, quoi. Mais c'est génial, rien que ce sourire est vraiment très fort, quoi. C'est par rapport à tout ce qui a été, comme c'était très lourd avant, d'un coup il y a un soulagement. Il y a quelque chose, c'est vraiment bon. l'instant le calme avant la tempête, enfin l'espèce d'instant de calme avant que ça pète, quoi. Ce qui, du coup, a dû marcher dans les années 60, mais quand tu as vu 17 extraits de la douche sur YouTube, moi qui ai découvert le film il y a 2 semaines, bah je savais à quoi je m'attendre, et ça marche pas. Mais du coup, c'est marrant parce que, tu vois, les toilettes, moi ça m'a pas surpris, et j'ai même pas compris pourquoi il y avait ça spécialement. C'est un truc de l'époque pour moi, ça. Oui, mais c'est un truc de l'époque, mais par contre, c'est marrant parce que moi, la scène de la douche a quand même hyper bien fonctionné sur moi, où après j'ai dû prendre ma douche parce que je sortais du sport, et ben j'étais pas bien dans ma douche, hein. Et vraiment ça a super bien fonctionné. Le film a super bien fonctionné, et la scène de fin encore plus. Il y a juste un truc sur la douche. Moi, je parle pas de... Parce que oui, effectivement, la scène est super bien, c'est super bien cutée, la musique est incroyable et tout ça. Elle a été suranalysée, donc moi, je rentre pas dans les détails. Par contre, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est que à mon premier visionnage, quand il retire le drap qui protège la douche, et qu'on le voit pour la première fois, mais dans l'ombre, qu'on sait pas qui c'est, moi, j'ai trouvé que la perruque faisait... Enfin, pas que ça faisait perruque, les cheveux. Et j'ai trouvé ça marrant, parce que je me suis dit... C'est à la fois un bon clin d'œil par rapport à la fin, c'est-à-dire que c'est Norman Bates, mais en même temps je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça m'a un peu sorti d'un coup tiens, c'est marrant, c'est une perruque, mais alors que c'est censé être une vraie femme, enfin c'est bizarre. Oui, et surtout c'est pas Anthony Perkins qui joue là. Oui, en plus c'est un et on voit un œil. Mais alors c'est rigolo parce que moi je l'avais jamais vu avant de voir le Blu-ray pour le coup. Bah moi non plus. Je pense que c'est le fait de le voir en définition sur un bon écran où tu vois l'œil. Mais ça marche encore mieux parce que c'est ultra flippant. C'est super flippant parce qu'il a les yeux grands ouverts, le visage noir avec 2 yeux blancs. Ça fait encore plus peur, je trouve. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et donc les yeux écarquillés en plus, vraiment. Oui. Donc j'ai arrêté de prendre des douches, et voilà la raison. Et je reviens une dernière fois sur ce côté accalmie, comme tu disais, Simon, avant que la violence, dégénère de violence. Ça va jusque dans la musique, où la musique s'arrête enfin aussi. Oui. Ça, c'est vraiment ce calme pour créer une différence de dingue. Ouais. Ça me rappelle le court-métrage qu'on a fait. On a fait un court-métrage tous les deux. Oui, non, mais tiens, on va faire le placement de produit maintenant. Allez-y, jouez. On a fait un court-métrage, j'en parle dans les recos, j'essaie d'en parler à tous les podcasts. On a fait un court-métrage qui s'appelle Soda en attente, qui est principalement de l'audio en 3D. Et vers la fin de notre film, spoiler alert, il y a quelque chose qui se passe qui fait beaucoup de bruit. Et pour créer cette détonation et ce son puissant qui va te réveiller, de sortir de ta torpeur un peu et vraiment créer cette violence, j'ai un ami du coup qui est dans le son qui m'aide. Moi je trouvais pas de solution, j'arrivais pas à faire une grosse différence de son, quelque chose de suffisamment violent sans saturer ou sans tourner dans un truc qui marche pas. Et il m'a dit mais mets un silence avant, mais même très court, pour créer une différence, qu'on s'habitue à l'oreille et tout, à cette différence de son, pour qu'après ça soit encore plus puissant. Plus choquant, ouais, tout à fait. Et c'est ça, c'est vraiment un truc de son et de cinéma, et c'est vraiment, ça fonctionne super bien pour le coup. Et je pense que c'est ça qui marche aussi dans ce film-là, dans cette scène-là. Code repris d'ailleurs dans beaucoup de jeux vidéo d'horreur, avec beaucoup de moments de silence, et en particulier aussi dans des jeux comme Dark Souls, qui reprennent beaucoup de temps d'exploration dans le silence, et que pour marquer les moments importants, c'est-à-dire les moments de combat de boss, il y a de la musique et c'est du grand orchestre. Et le reste du temps, c'est
le vent, Oui, sa mère. Mais c'est beaucoup le principe de jumpscare aussi, de beaucoup de films d'horreur. C'est de mettre un blanc. Et même aussi, déjà, il y a même bien avant dans le genre Resident Evil, le premier, par exemple sur PlayStation 1, il y avait des moments où t'as beaucoup de musique, très belle musique, bien flippante dans ce jeu-là, dans le manoir là. Et certains moments, certains couloirs, certains endroits, t'as pas de musique. Et je me souviens, ces moments-là étaient toujours hyper impressionnants. Il t'écoutait. Ouais. Il va se passer un truc. Et pas forcément, en plus c'est ça le pire, mais t'étais forcément choqué. Est-ce qu'on peut dire que du coup Hitchcock a influencé les œuvres à venir? Je m'avance pas, mais... ça a influencé de dingue. Ah là là. Je reviens une dernière fois sur le code Eyes, j'avais noté un truc aussi qui m'a choqué un peu. Oula. Choqué. Je parlais de ce gars du coup qui avait été gêné, qui avait cru voir un téton et qui les gars étaient plus gênés par le mot travesti qui arrive à un moment donné que par le reste. Parce qu'ils pensaient que c'était une insulte. Ah ouais. Et je sais pas si c'est scénariste ou Hitchcock qui leur a dit attendez, on va regarder dans le dictionnaire ce que c'est. Puis sur la douche, j'avais une autre anecdote aussi. Il y a un plan qui a été retiré du film. Il y avait un plan du coup zénital, donc vraiment depuis le haut de la douche sur le corps sans vie du coup de Marion. Ah oui. Qui avait un côté assez triste et glaçant où on voyait ce corps en entier du coup qui était vraiment étendu, qui ne bougeait plus. Et Hitchcock l'a retiré un peu au dernier moment au détriment du scénariste qui avait beaucoup aimé ce plan. Voilà, c'est une petite anecdote que je vais lancer comme ça. J'en ai plein. C'est Hitchcock qui tient le couteau aussi. Oui, c'est ça. Alors, voilà. C'est toi qui m'en avais parlé, je crois, de Hitchcock qui tient le couteau. En tout cas, oui, moi, dans le biopic que j'ai vu avec Anthony Hopkins, enfin, c'est pas un biopic, c'est une partie de la vie de Hitchcock pendant le tournage de Psychose, où la scène de la douche, je crois que c'est Scarlett Johansson qui joue le rôle de Janet Leigh, je crois. Je suis plus sûr. Si, c'est ça. C'est ça. Et donc, ils font les premières séquences, ils font les premiers essais. C'est un technicien qui est là, un cascadeur, ce que tu veux. Il commence à envoyer des coups de couteau pour filmer, et Hitchcock il regarde, il dit non, ça va pas. Et puis en plus il voit que Janet Leigh, il a pas peur en fait quoi. Et puis il dit allez, ça suffit. Prends le couteau, tournez, c'est parti. Et là il arrive, et puis sans trop la prévenir, et là tu le vois en train de donner les coups vers elle comme ça, avec une tête de fou comme ça, et là tu vois qu'elle a peur, elle est terrifiée quoi. Alors ça c'est le biopic pour le coup, donc voilà. Ce qui est vrai ou pas. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que c'est bien lui qui a manipulé le couteau parce qu'il savait précisément où est-ce qu'il voulait placer le couteau aussi. Ouais. Quel mouvement il voulait faire, selon le découpage qu'il avait en tête aussi. C'est une scène qui était vraiment storyboardée précisément pour le coup, cette scène. Donc il savait parfaitement où placer le couteau, quel mouvement faire. Il dirigeait énormément ses acteurs. D'ailleurs, c'est l'actrice qui s'en est pas plaint, mais elle a dit que c'était quelque chose qui l'a un peu perturbé au début, c'est-à-dire qu'il savait précisément où est-ce que devait se placer à tel ou tel moment. Et il lui avait dit c'est la caméra qui est au centre de tout. C'est-à-dire que toi, tu dois suivre la caméra. C'est pas toi le centre, c'est la caméra. Non mais voilà. Et du coup, c'était vraiment oui, pour un acteur, nouveau c'est un peu dur pour l'acteur aussi. Ouais. Mais ce qui s'entend aussi, elle a accepté le truc, elle a découvert une autre façon de jouer et ça marche très bien parce que c'est extrêmement précis. Oui. À chaque instant, tous les placements, les mouvements, tout hyper millimétré. Il n'y a pas de place au hasard du tout dans ce film. Chez Hitchcock en général. De toute façon. En tout cas, très bonne scène, excellente. Et avec la fin que moi j'ai adoré parce que il y a la transition l'eau qui s'échappe et le sang qui s'échappe avec la vie qui s'échappe et le plan sur l'œil. Et moi, ça m'a glacé le sang de voir son corps inerte qui ne bouge pas. Et je pense qu'il y a dû avoir pas mal de prises. Il y a une vingtaine de prises. Ouais, parce qu'il faut qu'elle ne bouge pas et que les yeux ne bougent pas, mais affreux. Et vraiment un des meilleurs plans, je pense, que j'ai pu voir, qui vraiment m'a... Après cette scène-là, déjà, qui fait froid dans le dos, là, te glace en mode genre... c'était terrifiant. Oui, encore une fois aussi, parce que tu la suis depuis le début, que tu dis, ça y est, elle va vers sa rédemption, que tu es content pour elle. Le choc. Et là, non, elle meurt. Elle meurt devant toi et tu la vois mourir comme ça. D'un coup, boum. Allez, et le film n'est pas fini. Ouais, pour moi, le film était fini en plus. Pour moi, c'était fini et j'allais passer à autre chose. Et non, il y avait encore un bonheur et j'ai fait wow, d'accord. Ouais. Il y a des choses à dire encore. Oui. Et du coup, après, on suit un peu Norman et on arrive sur la sœur, du coup, qui va prendre un peu le relais. Alors, c'est pas évident sur le papier de se dire on va te présenter un nouveau couple de personnages que tu connais pas et il va falloir t'attacher très très vite. Et il y arrive
Mais il fait très très fort parce que il arrive à présenter très rapidement plein de personnages avec des petites manipulations. Oui. Donc on revoit l'amant et il écrit une lettre et elle rentre et en fait elle parle tout de suite de sa sœur. Je trouve que ça, c'est une conversation assez bateau et en fait il veut surtout présenter un personnage avant tout, c'est le détective. Et le détective, on a un très long plan sur lui dans le cadre de la porte. Il ouvre la porte et on a un gros plan sur son visage. Presque envahissant. Ouais, il arrive vers la caméra. C'est ça. Et en fait, on comprend bien que... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pris Maintenant, comme on va ça. parler de lui, quoi. Voilà, c'est mon nouveau personnage. Ok. Oui, c'est ça. Et il les traite à chaque fois comme les personnages principaux. En fait, c'est pas des personnages secondaires. Jusqu'au casting où il disait il faut qu'on caste des gens qui soient prévus. Enfin, comme si on castait un personnage principal. Il fallait quelqu'un qui joue de façon très subtile. Et non pas comme un second rôle qui va vite disparaître. Ce qui est dommage, parce qu'en plus, le personnage principal, c'est la mère, donc... Madame Bates. Mais le détective est effectivement très fin et incroyable, et les échanges qu'il a, les conversations, elles sont super bien écrites. Oui. Ouais. Moi, il me fait penser à Anthony Hopkins dans... non, pas Anthony Hopkins. Comment il s'appelle dans Roger Rabbit. Ah oui, Bob Hoskins. oui. Bob Hoskins, oui. Bob Hoskins. C'est vrai, oui. Moi, il me fait penser à lui. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est génial, les échanges qu'il a notamment avec Norman Bates quand il le cuisine, là, et que Norman Bates se décompose petit à petit. Il bégaye. Ouais, s'empêtre dans il se contredit. Ah oui, non, c'est vrai. Et tu sens que le gars, il dit ok, je l'ai lui. Il est grillé, mais comme en fait, c'est un parallèle aussi avec le personnage de Marion qui se grille aussi tout le temps. Ouais. Ils sont vraiment liés dans ça, en fait, ces deux personnages. Là, c'est pareil. Oui, c'est vrai. C'est le même genre de. Ils sont paumés. Voilà, paumé et incapable de dissimuler. C'est une scène qui m'a beaucoup fait penser à Columbo d'ailleurs. Alors c'est très bizarre, mais c'est juste que moi j'ai vu beaucoup Columbo. Moi j'aime beaucoup Columbo aussi. Et que Columbo en fait il sait toujours qui c'est le méchant et qui du coup le cuisine à fond et que tu sens dans sa prestance il fait un peu l'innocent genre. C'est ça, mais tu vois il y a le détective qui est vraiment en mode genre je sais que c'est toi, je vais trouver toujours les petites phrases qu'il faut. Genre, mais c'est marrant parce que vous venez de me dire que et donc c'est marrant parce que là par exemple c'est vous m'avez dit que vous étiez tout seul, mais vous m'avez dit que vous étiez aussi avec votre mère, comment ça se passe et tout. Et je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'était... je sais pas si c'est une inspiration ou pas, mais moi, j'y ai vu un lien. Oui, c'est ce côté... j'avance, je te mets à l'aise, mais j'avance, tu vois. Je te dis pas, tu dis n'importe quoi, j'avance, tu vois. C'est ça. Okay. Je détricote ce que tu dis. Ouais. Et jusqu'au moment où il meurt, et on se dit, il va réussir à déjouer le truc. Non, il meurt. Oui, parce qu'il a vachement d'assurance comme mec, tu dis, lui, il va aller. Ouais, t'y crois. Et en fait, et encore une fois, paf. Mais en plus, c'est un détective, donc en plus, c'est censé être un homme fort et tout ça, quoi. Qui est censé plutôt être bon en combat ou quelque chose comme ça. L'autorité, quoi. Ouais, l'autorité. C'est bon. Puis en plus, il se fait griller, lui. Enfin, il est complètement désarçonné. Norman, tu vois, donc tu te dis, ça y est, c'est bon. Non. Oui, et puis dans le film, tu ne sais pas que Norman Bates c'est le tueur, tu crois que c'est la mère. Non. Et donc, s'il va affronter la mère, normalement, c'est une grabataire, il devrait pouvoir s'en sortir, quoi. Et non, il se fait tuer d'un seul coup sur un plan zénital très impressionnant. Oui. Très triste personnage, triste mort. Alors, par contre, c'est un vieux film, et je trouve que la chute des escaliers... Oui. Bon. Mais... je la trouve assez stylée, moi. Assez stylisée, je trouve qu'on dirait presque un peu un... Des côtés un peu balais, je sais pas, un côté un peu... Il glisse un peu, quoi. Ouais, t'as l'impression que c'est presque... Je sais pas, moi, c'est un truc un peu projeté. L'idée fonctionne, en fait, c'est ça le truc, c'est que... lui, il voulait qu'on tombe avec lui, qu'on ait le point de vue de son visage qui tombe, et ça marche. Enfin... Maintenant, dans l'exécution, oui, c'est un vieux film. Donc, qu'est-ce qu'il doit voir ça peut sortir un peu du film pour le coup. Moi, ça m'a un peu fait rire. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, ce qu'on oublie, c'est que sur son visage, il a vu. Oui. Il a vu Norman Bates avec une perruque le frapper avec un couteau. C'est comme en même temps, il sait qu'il va mourir. En même temps, il voit, il dit mais qu'est-ce que c'est le mec de l'accueil qui est habillé en sa maman et qui le poignarde. Mais c'est d'autant plus glaçant quand tu sais pas. Parce que, parce que du coup, tu penses que c'est la grand-mère quand même, quoi. D'ailleurs, chose assez marrante, je ne sais pas si c'est un faux raccord, et pour moi ça ne l'est pas, je pense que c'est prévu pour, mais j'ai pas trouvé l'explication. C'est que juste après, du coup, le détective apprend qu'il y a une femme dans le bâtiment. Et il ne la voit pas, il ne l'entend pas, il voit rien, il va juste ouvrir la porte, il fouille, etc. Et un peu après, il y a l'amant qui débarque et qui voit la femme dans le cadre de la maison. Mais on a vu Norman Bates juste avant.
Mais c'est le corps. C'est le corps. Ouais. C'est le corps embaumé. Sauf que c'est le corps embaumé qui tient tout droit. Oui. Et voilà. Et du coup, je trouvais ça assez. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais je trouvais ça spécial. Bon, après, il l'a tué. Il a mis sa mère dans un fauteuil devant la fenêtre. Quoi. Comme quand elle est dans la cave, en fait. Hein. Elle tient assise dans la cave. Aussi. Oui, mais elle est droite devant la fenêtre. Elle est un peu raide. Ouais. Non, mais voilà, ça m'a juste troublé. Mais ça fonctionnait très bien, par contre, sur le coup. On va après, faut être spécialiste des corps embaumés. Ça se trouve, ils tiennent bien, mais C'est articulé. Après, c'est vrai que la Il a mis taxidermie. des petites charnières. Après, c'est vrai que c'est lui le spécialiste de taxidermie. Vous êtes aussi des spécialistes de taxidermie. C'est dégueulasse. Non, ouais. C'est une marionnette, en fait, ça vraiment. Mais du coup, j'aime bien la scène où la sœur, plus tard dans le film, du coup, vient dans la maison. Déjà tout le plan où elle monte les marches, t'as l'impression de voir tu sais, comme dans un cauchemar où ça t'as du mal à avancer. Il y a un côté vraiment cauchemardesque avec cette baraque. Côté maison du diable. Ouais, un peu. Surtout quand elle arrive dans la chambre d'enfant. The Haunting, épisode qu'on a commenté, deuxième épisode. Oui, que vous pouvez on l'a voir sur notre podcast. Que j'ai écouté, bien sûr. Oui, absolument. Absolument. Oui, bon. Déjà, quand elle va dans la chambre d'enfant de Norman Bates, moi, ça m'avait vraiment fait penser à la maison du diable. Ouais. On se rend compte que, attends, il y a un enfant qui fait là, mais il y a un lit d'enfant qui est défait comme si quelqu'un avait dormi dedans parce qu'il dort. Oui, il dort là, il dort dans un lit d'enfant. Il est gros comme ça, il dort dans son petit lit d'enfant. Oui, tu l'imagines très bien en plus. Ouais. Et là, quand elle rentre dans la chambre de la mère et qu'elle observe tout et qu'elle finit par voir le matelas déformé par le... Je trouve ça hyper glaçant, ce truc. Oui. Le matelas déformé par le corps de la mère qui n'a pas bougé depuis des années et que tu vois que ça n'a pas bougé. Et je crois que la musique s'arrête même à ce moment-là, quand tu as ce plan-là, et tu es en mode... Puis après, elle se voit dans le miroir, et on a encore un miroir aussi. Là, tu vois. Oh, l'effet de miroir est incroyable. Ah oui, elle a peur de son propre... des multi-reflets qui... Ouais. Ça, c'était incroyable. En fait, moi, j'ai trouvé ça très stressant, et c'est pour ça que le film a encore très bien marché sur moi. C'est que moi, j'avais peur pour elle, quoi. Et vraiment, j'étais redressé devant ma télé. Mais les spectateurs au cinéma hurlaient après. Enfin, ils étaient en mode ne va pas là, ne va pas là. Mais oui, c'est ça. Non, fais pas ça, quoi. Et quand effectivement, juste après, elle va dans la cave, où là, Norman Bates revient, et qu'en plus, on a senti que là, vraiment, depuis quelques minutes, lui, il avait complètement vrillé. Là, il devient violent, il court et tout. Ouais, il devient il est là pour tuer. Ouais. Puis il est méchant, puis il a même une espèce de forme d'assurance suite à la mort du détective, parce qu'il a quand même tué un détective. Et puis tu te dis peut-être qu'il a peur pour sa mère aussi en même temps. Il y a un truc, tu vois, il y a un truc vraiment un peu bizarre, quoi. Puis là, quand tu vois le cadavre de la mère. Ah non, mais là, quand elle rentre. Il y a vraiment, il y a à un moment donné, je fermais les yeux pour ce plan. Non, mais c'est terrifiant. Surtout quand... Oui, vas-y, pardon. Vas-y. Non, mais quand on le voit arriver et qu'elle leur retourne la siège, du coup, je le savais, je fais genre, ça peut pas être elle, c'est obligé que ça soit pas elle et qu'il se passe quelque chose d'autre. C'est tellement lent ce mouvement-là, et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est trop affreux. Et puis surtout, quand tu vois le même plan, tu sais, quand l'autre arrive et qu'il y a la lumière qui vacille et que tu vois du coup, t'as la lumière qui bouge dans les orbites de. Ça fait des orbites noires, c'est génial. C'est beau et affreux à la fois. Vraiment, c'est quelque chose de. Oui, parce que c'est un gros plan en plus et tout. Oui, il y va, quoi. C'est quand même vachement. Et l'arrivée de Norman Bates qui, à côté de ça, tu vois, est tellement beaucoup plus réel, mais tout aussi terrifiant, quoi. Je trouve que c'est vraiment genre les deux te glacent dans le sang et ça s'enchaîne et tu t'es encore plus flippé avec effectivement toujours la lumière qui se bouge, etc. Et lui qui apparaît, les yeux exorbités, déguisés, mais mal déguisés. Avec espèce de sourire sadique, là, comme ça. Là, tu sens que... Pour la première fois, tu le vois, là, tu dis vraiment le décalage avec sa tête de beau gosse, finalement. Du coup, la perruque sur sa tête, quoi. Et il y a un truc... Alors, est-ce que c'est une légende ? Il paraît que Hitchcock avait s'amusait à mettre dans la loge de Marion, enfin de l'actrice de... Merde, je rachète maintenant son nom. Janet Leigh. Il s'amusait à mettre différentes versions du cadavre de Madame Bates. Oh, l'enfer. Et du coup, à chaque fois, il regardait ses réactions. Et la légende veut qu'en fait, il ait à un moment donné mis celui que tu vois dans le film et qu'elle c'est là où elle a le plus hurlé. Je dis, c'est celui-là qu'on va mettre. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On sait pas, mais je trouve ça assez drôle. Quel enfer. Juste pour la petite anecdote, ça me fait penser à un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Il y a un présentateur de talk show américain, Jimmy Fallon. Oui. Non, Jimmy Kimmel, pas l'autre Jimmy Fallon, Kimmel. Jimmy Kimmel, en fait, apparemment, dans sa boîte de prod, là où il bosse à la télé, il a sa cousine qui bosse avec lui. Et en fait, il a fait fabriquer une statue de cire à son effigie. Une statue de cire à son effigie. Et en fait, mais vraiment hyper réaliste.
ou alors il a testé devant les gens qui arrivent, en fait, il la met à l'entrée à l'étage où ils bossent tous. Et les gens font à chaque fois ils ont vachement peur parce que c'est lui qui est là, tu sais, genre en costume qui est là, mais c'est hyper crédible. Et en fait, il commence à faire le coup, mais vraiment c'était par rapport pour l'anniversaire de sa cousine qui bosse là. Et en fait, il arrête pas de la mettre à différents coins des bureaux, dans la cafette, dans un bureau, et à chaque fois elle est là, et le dernier coup, ce salaud, ce qu'il fait, il prend la place de la statue, il se met vraiment dans la même posture comme ça, et elle du coup elle déboule dans un bureau, elle fait et puis du moment elle dit bon, il m'a encore fait la connerie, puis elle continue à bricoler, et du coup il se retourne, il fait, et donc là il tombe en arrière, tu sais, genre, elle est effrayée, mais t'es vraiment un enfoiré. Tu sais, ça me fait penser, là je me suis refait tous les James Bond sur Amazon Prime, ouais. Et il y a un moment donné, James Bond il arrive à duper le méchant comme ça. Oui, exact. C'est celui avec Christopher Lee. Oui, l'homme au pistolet d'or dont on parlait tout à l'heure. Oui, non, en plus c'est complètement chelou. Le méchant s'amuse à faire des mises en scène dans son île. Oui, pour s'entraîner un peu. Pour buter James Bond, il met dans un cire de James Bond. Et du coup, James Bond dit tiens, je vais la pousser, je vais la remplacer par moi. Il se met à la place et il tire sur le type. Mais en fait, c'est pas con, c'est comme ça qu'il le tue. Parce que l'autre il passe à côté, il se doute même pas. Oui, mais ça va faire. C'est bien pensé. Je voulais juste moi revenir sur un petit truc dont on n'a pas parlé encore, moi que j'ai pas mal réfléchi, c'est l'histoire du marais là, dans laquelle il enfonce la voiture là. Et en fait on parlait de son évolution à lui aussi. Et bon, je vais faire un peu de la comparaison un peu façon France Inter là. Vas-y, lance-toi. Et en fait, tu vois, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, c'est que tu vois le marais, tu vois, c'est un peu son allégorie à lui, c'est un peu de sa psyché en fait. C'est-à-dire que, tu vois, plus cette voiture qui s'enfonce, plus il met de choses là-dedans, plus lui il disparaît avec, tu vois. Ah ouais, pas con. Et plus c'est sa mère qui prend le dessus. Et à la fin, ce qui est très drôle, c'est que tu vois la dernière séquence où il est tout seul là dans le commissariat avec sa couverture, où t'as la voiture sort. Et le dernier plan, il sourit, et juste après, la voiture ressort. Tu sens que c'est d'un coup, c'est la personnalité de la mère, c'est la voiture pleine de boue qui ressort, et là tu sens que c'est que la mère, ce truc là. Tu vois, j'ai pensé à ça, je me suis dit sur ça, tu vois, c'est parce que ce plan, il est bizarre, ce plan, très court à la fin, juste de la voiture qui ressort un petit peu, puis fin. Ils étaient pas obligés, ils auraient pu s'en passer ce truc là, ça aurait été hyper bien de finir sur juste lui qui sourit comme ça, c'est la merde. Et non, il y a juste ce plan de la voiture, et pour moi c'est cette espèce de Norman a disparu, c'est la vérité qui émerge aussi, enfin et puis c'est pas con. J'ai trouvé ça, dans l'allégorie, j'ai trouvé ça assez fort en fait. C'est pas mal du tout ça. Il y a énormément d'analyses à faire, c'est fou. Il y a un paquet de trucs à analyser dans ce film. Et bon, on pourra pas faire le tour, c'est sûr. Mais... Tout, parce que de toute façon, il y a même des cours entiers de 10 heures qui sont donnés sur rien que ce film, quoi. Donc voilà, on n'est pas les premiers, ça c'est sûr. Non, mais en fait, le film est tellement... il est pas parfait, mais il est tellement poussé à la perfection qu'il y a tout à travailler. Même il y a de la géométrie, même dans les cadres, dans la manière dont sont faits les décors, dans la manière dont c'est filmé, la paranoïa, l'intérêt de la paranoïa, le fait que même quand il nettoie la chambre, ils reprennent l'argent et qu'ils le jettent en mode genre... tout le film était là en fait, tout le film était dans ce journal et voilà, et comment ils s'en débarrassent. Bref, il y a tellement tout à dire sur ce film qui est vraiment incroyable, et pour un mec comme moi qui l'ai découvert vraiment là tardivement, je suis encore choqué, et je suis très content de pouvoir découvrir aujourd'hui la filmographie d'Hitchcock, et je pense que je vais tout me faire, parce que c'était hyper impressionnant, quoi. Comparé à un Marvel par exemple. Allez, un place de Marvel. Fallait oser la placer. Il l'a fait. Je voudrais parler de la musique. Oui, qui est un truc hyper important dans ce film quand même. Un personnage presque. Musique de Bernard Herrmann, très 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 grand compositeur qui a fait la plupart des films de Hitchcock. D'ailleurs, on peut le voir, et ce cher Bernard, on peut le voir dans L'homme qui en savait trop. Ah oui. Le film de la version de 56. Je me souviens très bien que il y a pas mal d'années ça, j'avais une troupe de théâtre, et notre prof de théâtre qui nous mettait en scène nous avait écrit un polar pour nous. C'était ton super prof de théâtre là exactement, celui-là même qui écrivait, voilà, qui a une platoune, Michel Finas. Et voilà, et donc voilà. Salut Michel. Qui a joué dans des films dont inimaginables, de nanardise. Bref, en tout cas, il a été mon prof de théâtre, et il écrivait aussi, il aimait bien écrire des polars, il était fan d'Agatha Christie.
il nous avait écrit un super plan, une pièce voilà, avec des jeunes qui sont sur une île déserte, enfin, qui vont faire la fête, et puis ils se mettent tous amoureux les uns après les autres, vraiment dans la manière un peu Agatha Christie justement. Et à un moment, justement, à partir du premier mort, donc c'était un changement d'acte, donc d'un coup la musique, la lumière s'éteint noir, et il nous avait pété cette musique-là de Psychose. Comme le tin, 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 tin. Ouais. Et il me souviens à l'époque, il nous avait dit, pour moi, cette musique-là, il n'y a jamais eu rien de plus efficace dans le genre. Ah oui, Et ça a été réutilisé, plagié, ouais. ça a été inspiré, Les Dents de la Mer, Ouais. il y a ce côté rythmique, et puis John Williams était très proche, je crois, de Bernard Herrmann, en tout cas il se revendique beaucoup de lui, à tel point que dans Star Wars, le tout premier, La Guerre des Étoiles, sorti en 77, alors ce qui se fait souvent au montage d'un film, c'est qu'on met des musiques provisoires, parce que la musique n'est pas toujours prête au moment du montage, on met des musiques provisoires pour aider à se rendre compte du montage, de l'ambiance qu'on veut mettre. Et là, ils avaient mis pas mal de musique de films préexistants, et dont Psychose, une certaine scène. Ça a tellement plu à John Williams qu'il a gardé en fait les 3 notes que tu entends régulièrement dans Psychose. Je vais pas les faire là. Si, je les fais. C'est tin, Oui. Tu vois. Il a gardé ça au moment où le Faucon Millennium est dans l'étoile de la mort. D'accord. Et tu as Yann Solo, Chewbacca, Luke qui se cachent sous une plaque dans le Faucon. Ouais. Et t'as les Stormtroopers qui fouillent et puis ils finissent par s'en aller. Quand ils rouvrent la plaque, tu as ces 3 notes là. D'accord. Et c'est volontairement un hommage à Bernard Herrmann. Et après, ça enchaîne sur la musique de John Williams. Ok. Et on la retrouve aussi dans un autre film, à ma grande surprise, Le Dîner de con. C'est la même J'ai regardé, j'ai réécouté. La scène avec Cheval, ouais. Quand il comprend qu'il va venir. Oui. Ah oui, c'est ça. Quand il dit, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir un contrôleur fiscal chez soi, la musique que t'entends à ce moment-là. Tu parles des mêmes 3 notes encore là ou... Non, c'est une autre musique. D'accord, ouais. C'est plus la musique quand il y a Norman qui enroule le corps dans le rideau de douche. D'accord, ok. C'est la même, c'est quasiment la même, ou alors voir c'est la même. Et c'est volontaire parce que ça c'est stressant et tout. Mais c'est vrai qu'ils arrivent presque à te faire. Pourtant le film est hyper drôle, mais ils arrivent presque à t'inquiéter là. Mais en partie grâce à la musique. Et ça vient de Psychose. Le contrôleur fiscal qui arrive. Bref. Non mais ouais, revoyez le film, vous verrez, c'est amusant. D'accord. Et du coup, oui, musique très très presque moderne à certains moments. Enfin, je sais pas si tu as eu ce sentiment. Ah, moi j'ai une anecdote assez intéressante, c'est que je l'ai écouté au casque et que sur le Blu-ray c'est mal paramétré et que du coup la musique était beaucoup plus forte que le son du film général et donc ça m'a détruit les oreilles et c'est surtout que j'ai fait genre waouh, la musique elle est très vindicative d'un coup parce qu'en fait la musique elle est très stressante très rapidement mais par contre elle est parfaite. C'est pas la première fois que moi j'entends des musiques de cordes rayées sur un violon, mais là je les ai trouvées parfaits pour illustrer tout le film. Tous les moments de stress où elle se parle à elle-même et qu'elle roule et qu'elle a peur et tous les petits moments de suspicion quand on voit le motel jusqu'au moment effectivement de la douche qui est quand même je pense la musique iconique quand même. C'est vraiment des coups de couteau avec les cordes quoi, vraiment là, oui. D'ailleurs c'est quasiment que des cordes dans le film. Il voulait accentuer ce côté un peu cru et brut en fait, qui va bien avec le noir et blanc aussi. Quoi. Et par contre, je ne peux plus écouter les musiques de Psychose non plus sans avoir peur, donc voilà. Mission réussie pour le compositeur. Mission réussie totale pour ce film, en effet. Mais on n'a pas parlé aussi. Hitchcock fait toujours des caméos dans ce film. Ah bah oui. Il en fait un ou pas du coup? Ah oui. Sûr que oui. Alors laissez-moi faire un guest plutôt. Est-ce que ça serait pas il prend pas la place du Texan d'un moment? Non, mais c'est pas loin. Oui, t'es pas loin. Parce que moi, on en avait. T'étais là quand on avait regardé Non, j'étais pas avec vous. Ah. Mais en fait, moi, quand j'ai vu la première fois le film, il l'a découvert seul chez lui. Ah oui. Quel enfer, quelle idée, c'était horrible. Et mon coloc est parti après. Vraiment, j'étais en flip toute la nuit. Bref, en fait, juste la scène où elle est chez le notaire avant d'avoir les 40 000 euros. En fait, on voit.
40 000 euros, effectivement. 40 000 euros. 40 000 euros des États-Unis d'Amérique. En fait, il y a un Des plan années où on 60. voit on voit l'entrée. Oui. Et en fait, on voit le monsieur avec le chapeau. Oui. Et en fait, moi, je croyais que c'était lui, du coup. Mais c'est lui. Mais si, C'est lui. Mais oui, c'est lui. Ah, bah, donc c'est bon, j'ai bon, mais alors. c'est pas le Texan, C'est c'est pas un le mec Texan. dans la rue. Oui, mais d'accord, mais sauf que du coup, comme après, il y a le Texan qui rentre et qu'il est quasiment le même chapeau, j'ai fait, Oui. bah, du coup, non, c'est pas lui. Mais... Hitchcock est habillé en noir, lui, par contre, tout en noir. Oui. Ouais, toujours. Oui. Ouais. Mais... Oh, j'ai eu raison, je suis trop fort. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que alors, au début, ces caméos étaient un peu aléatoires dans le film. Il apparaissait des fois en plein milieu du film. Et plus ça va, plus ces caméos apparaissaient tôt dans les films parce qu'il avait cette crainte que ça sorte les gens du film. Ouais. Que ça casse l'atmosphère. Voilà. Et plus ça allait, plus il disait il faut que ce soit très 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 tôt. Qu'on n'ait pas eu le temps de C'est assez des malin. âges plongés dans l'ambiance du film. Bah, sachant que là, en plus, c'est ultra subtil parce que là, vraiment, tu le vois vraiment une demi-seconde. Il est dans C'est le cas dans fond, L'amour retrouve, je crois que c'est encore plus tôt dans L'amour retrouve, c'est dès la fin du générique que tu le vois, il rate son bus. Oui. C'est. Oui. je suis trop content de l'avoir trouvé. Ah, vraiment, ça me rend heureux. Et pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle de tout ce qui est autour de la sortie du film, ce qui est vachement intéressant pour le coup. Déjà, le tournage s'est fait dans la plus grande discrétion, dans le plus grand secret, en équipe le plus réduite possible. Personne n'avait le droit d'aller sur le plateau en dehors de l'équipe. Et ce qui est amusant, c'est qu'il répandait la rumeur, enfin Hitchcock répandait la rumeur comme quoi il cherchait à caster une actrice pour jouer le rôle de la mère de Norman. Ouais, ça c'est fort. Et il avait même des contacts avec des agents et tout qui voulaient envoyer des actrices pour postuler. D'accord. Ça entretenait le fait que il y avait vraiment un rôle dédié à la mère de Norman. Alors d'accord. que non, c'était vraiment la surprise totale, quoi. À la sortie du film, Hitchcock voulait d'emblée que plus personne ne soit accepté dès que le film est commencé. D'accord. Tout le monde lui dit t'es fou, c'est pas possible, c'est même impensable aujourd'hui de faire ça. Et il a réussi à convaincre les exploitants de salles de refuser les gens une fois que le film avait commencé, avec des panneaux complètement avec des textes un peu improbables en disant il disait on refuse tout le monde, même le président des États-Unis et la reine d'Angleterre. D'accord. C'est un taré. Mais en même temps, c'est un coup de pub incroyable parce que du coup, il y avait des queues immenses qui voulaient devant voir les le film, cinémas. quoi. Tout le monde voulait voir le film. En même temps, qu'est-ce que c'est chiant les gens qui arrivent pendant le film. Ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Moi, je suis d'accord avec lui, tu vois. Si ça pouvait être ça pour tous les films, ce serait parfait. Oui, alors du coup, ça veut dire qu'il faut des toilettes dans les salles de cinéma parce que. Oh là là. Je suis désolé, un Nolan peut pas faire pipi pendant Là, Nolan. c'est compliqué. Daniel Scorsese, il fait 3h26 quand même. Ouais, bah du coup, j'irai le voir sur Netflix parce que. Oh non. Non, j'achèterai le DVD. non. Bah, peu importe. trop Il marche voir bien avant. en plus là. Bah oui, mais sauf qu'il faut que j'aille faire il pipi marche pendant bien le le film. Ils vont le voir, les gens. Mais oui, non, du coup, c'est incroyable le fait que j'avais même entendu qu'il avait demandé à ce que les gens ne racontent pas Et la fin. fin Bien sûr. aux autres gens qui ne l'avaient pas vu. Oui. Et je trouve ça fou de me dire que ce mec avait tellement, j'imagine, de prestance que ça a dû marcher, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un film qui sort, je suis obligé de me déconnecter d'Internet. Ouais. Faut faire gaffe. Et donc c'est un peu... Je trouve que... Ça, Il y en a ça qui aurait y gâché arrivent encore, tu vois, Ready Player One de Steven Spielberg, ça y est, on l'a placé. Non, c'est la deuxième fois que Ready t'as Play- parlé des dents de la mer. Ah oui, c'est vrai. Ouais, dans Ready Player One, toute la séquence avec la séquence Shining, Oui. personne ne l'avait vu venir. Ah non, C'était personne. je Non, me rappelle, c'est du la coup, claque. c'était génial parce que dans la salle, tout le monde a fait. Tu vois, C'est tellement il y avait bien ce fait. truc, Ah ouais, tout le monde c'est s'est génial. regardé. Oh, c'est Shining, Mais c'est comment Shining. il a fait? C'était incroyable. Ouais, Et ça, c'est ouais. pas du tout filtré. Pourtant, c'est une grosse séquence quand même. Ah ouais, c'est génial. Ce film m'a tellement peu marqué que je ne me souviens pas du tout de cette scène. On va revenir sur Psychose. Tu te rappelles pas le... Ok. Il faut que tu le revois, il Il est faut que tu vachement le revois, intéressant. hein. En vrai, il est vachement intéressant. Tout à fait. Donc la sortie du film, voilà. Donc le super accueil des spectateurs, mais alors les critiques, moins. Déjà en premier lieu parce que les critiques n'ont pas eu leur petite séance à eux, Ah bah oui. parce qu'ils voulaient pas que ça soit, que ça se sache en fait, que les infos fusent en fait. Et oui, ça a été mal perçu, trop osé, trop machin, trop truc. Petit film d'horreur. Ouais. Et en plus, c'est vrai que c'était très différent de ce qu'il faisait habituellement Hitchcock pour le coup. C'était un vrai. Déjà, c'était en noir et blanc, ce qui se faisait beaucoup moins à l'époque. La couleur était déjà arrivée et bien arrivée. Voilà, il y avait plusieurs choses qui faisaient que la critique n'a pas apprécié. Mais bon, rapidement, avec le temps, c'est devenu quand même une grosse référence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, évidemment, ça a eu un impact sur les gens qui avaient du mal à aller sous la douche
tout seuls chez eux après ça. Quoi. Ouais, dommage. Dont notre cher Maxime qui en subit les frais aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, j'ai demandé à ce que quelqu'un reste dans le vestiaire. Voilà. J'ai vu Psychose. Non, mais en tout cas, ça a super bien marché et c'est du coup un film d'horreur qui a le mérite qu'il mérite. Oui. Et je finirai par parler de la bande-annonce aussi qui avait été faite, que j'avais posté d'ailleurs sur Facebook. Je sais pas si vous l'avez regardé. Ok, super. Je sais plus, si peut-être. Super, mais j'ai pas vu la com, Je pense qu'on fait. Pile dans un violon. Hein. C'est possible ça. Il faut envoyer un message quand tu fais ça. Bah, et publication. Mais si, je crois que je l'ai vu, moi. Bah alors. Mais je m'en rappelle pas. Sacrée équipe, ça. Ah, ça, c'est une équipe soudée. On aime. Du coup, je vais en parler du coup. Ça va me revenir, je pense, mais dis-moi, parce que je sais pas pourquoi je m'en rappelle pas. Mais du coup, il y avait pas d'avant-première, comme je disais, c'était vraiment d'emblée. Et du coup, il y a eu cette petite bande-annonce. Ah, mais si, ça y est, mais oui, ça y est. On voit Hitchcock qui se balade Oui. en fait sur le plateau. Dans le motel. Ça a été tourné juste après le film, c'est vraiment quasiment dans la foulée. En fait. Oui. Et ils ont tourné cette petite séquence où tu vois Hitchcock, mais à un ton très humoristique pour le coup, où il se balade dans le motel, dans le manoir Bates, et puis il te tease en fait tous les trucs. Genre il dit regardez ce tableau, en montrant le tableau, il y a le trou derrière, mais on ne sait pas, on voit pas à ce moment-là. Il a une importance significative parce que nous allons maintenant monter dans la chambre. Je l'ai vu. C'est très drôle. Incroyable. Il y a eu un meurtre ici très grave. Mais nous ne le verrons pas. Je trouve ça excellent. Ouais, c'est un truc. Et là aussi, le côté manipulateur, toujours, de Hitchcock. Ouais. Même dans la bande-annonce du film, quoi, qui contrôle aussi. Quoi. Non, il est hyper malin. Ah oui, non, mais c'est un film très très malin et très manipulateur. Ouais. Voilà, donc c'est. Voilà. Bon, j'espère que ceux qui nous ont suivis, qui sont encore là, ont vu le film. Oui. Sinon, c'est grave. Sinon, là, on a tout gâché. Mais même si on vous a gâché, allez le voir quand même. Trouvez-le en Blu-ray et matez-le vous parce que c'est génial. C'est génial. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Je crois. Ok. Oui, mais Netflix c'est moins bien que les physiques, d'accord. C'est acheter le Blu-ray ou le DVD, mais à la limite, si jamais, voilà. Achetez physique, s'il vous plaît. D'ailleurs, je crois même que sur Netflix il y a la série. Alors oui, on peut ouvrir du coup sur les suites. Alors il y a eu des suites, il y a eu Psychose 2, 3, 4 je crois. Je crois, mais j'ai jamais vu ça. Il y a jusqu'à 4 et le dernier réalisé par Anthony Perkins, merci. Réalisé par réalisé directement par lui. Ah ouais. Et apparemment c'est le moins pire des suites. C'est la moins pire des suites. Mais parce qu'en fait, il s'attarde, je crois, plus sur la relation avec la maman. D'accord. Et que d'ailleurs fait aussi la série. Mais il y a un flashback, il y a un truc... J'ai pas vu. J'ai juste entendu vite fait un synopsis. Mais pas, Et il y a eu un remake par... Comment il s'appelle Gus Van Sant. Gus Van Sant. Qui est nul. J'ai vu des extraits, ça avait l'air qui est nullissime. En fait, il a refait plan par plan. C'est plus qu'un remake, c'est une copie. C'est une espèce d'hommage. C'est une copie, mais il a réussi à faire moins bien parce que déjà, c'est moins bien joué. Ouais. C'est Vince Vaughn qui fait. Oui, ça m'a toujours. Qui fait Norman Bates, ça n'a aucun sens. Vince Vaughn, je pense qu'il a lui. Ça... non. C'est. Puis en moins bien. En moins bien, même le peu qu'il a changé, c'est du coup, c'est moins bien. Et c'est bizarre de voir ce truc. C'est assez bizarre, ouais. Et du coup, il y a eu la série aussi, qui revient sur la jeunesse de Norman Bates. On voit sa mère et tout, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, celle-là, je crois qu'elle est sur Netflix aussi. Elle est faite par Netflix d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc, rapproche-toi. Elle est faite par Netflix, donc forcément. Mais alors, par contre, moi, je l'ai pas vue. J'ai juste vu l'affiche. J'ai démarré il y a hyper longtemps. J'avais démarré la série, mais je voyais pas trop l'intérêt. Encore une fois, c'est toujours le problème d'essayer d'expliquer le passé des personnages. Mais oui, ça me. C'est casse-gueule. Ce qu'ils font les Jokers, ce qu'ils ont fait avec Prometheus, pour Alien, et ça marche pas. Ça démystifie. Puis est-ce que t'as envie de savoir vraiment, quoi? Est-ce que tu préfères pas juste l'imaginer? Si, mais t'as envie de savoir, mais il faut pas que tu le saches. Oui. Parce que tu vas forcément être déçu. Oui, c'est ça le problème. Parce que c'est pas ton imaginaire à toi, parce que non, ça correspond pas. Il y en a qui y arrivent. Et le film jouait là-dessus, en fait. Il joue sur ton imaginaire, donc t'as pas intérêt à combler ce truc, en fait. Avec un film pourri ou une série pourrie. Je trouve que ça marche pour certains. Le Joker c'était très bien, mais bon après pour le reste. Le Joker c'était très bien. Moi j'ai beaucoup aimé le Joker. Mais on retourne sur Psychose. C'est un fan de comics. On a vraiment pas les mêmes goûts. Non, c'est pas possible.
Et chacun voit midi Mais tu sais, à Maxime, sa porte de non, mais je t'aime, Maxime, je t'aime. Moi, j'avoue, alors moi je l'ai trouvé moyen, mais j'avoue que je suis curieux de la suite qu'il va y avoir avec Lady Gaga qui fait Harley Quinn. Je suis curieux. J'ai cru que tu parlais de Psychose. Une suite avec Lady Si, Gaga. il y a quoi. Psycho 5 avec Non, non. Lady Gaga. Il y aura Je aussi sais. Arnold Schwarzenegger, je pense. Ça va être incroyable. Je veux voir ça. Je veux voir un autre chose de la guerre qui fait la mère de Norman Bates. Très baraque. J'achète. Pas facile je veux à voir. porter dans l'escalier. Hein. Avec des cheveux longs en perruque là. Ah, I am Norman Bates. Madame Bates. I'll be back. I am Madame Bates. Bref. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Bah, On n'est pas rentré à fond dans les détails parce que c'est un gros morceau à attaquer. Maintenant, le principal, c'était pour ceux qui ont pas encore eu l'occasion d'écouter des analyses ou quoi, je trouve qu'on a plutôt bien introduit le truc maintenant. Pour aller plus loin, je pense qu'il y a énormément de documents, vidéos, bouquins, etc. doctorats. que vous pouvez consulter si ça vous a donné envie d'en apprendre plus en tout cas, même sur le cinéma de Hitchcock en particulier. Je pense qu'on en refera. Enfin, moi, je sais que j'adore L'homme qui en savait trop. Je trouve que c'est probablement un de ses meilleurs avec Fenêtre sur cour aussi, qui sont des bijoux quoi. Enfin, Sur froide aussi. Vertigo en anglais. j'aime moins sur froide. mais moi. c'est pas J'ai particulier. plus de mal. Moi, mais je sais que c'est un grand film, mais moi j'ai plus de mal. Voilà. Est-ce qu'on a des petites recos à faire Ouais. pour terminer? Ah, c'est à moi de commencer. Allez. Bah, déjà, je conseille Psychose évidemment. Et Non, notre reco. Ah oui, mince. Non, mais en tout cas, on aurait dû faire un disclaimer dès tout de suite. Non, vraiment, voyez-le, il est incroyable. Bref, j'ai hâte de voir la suite. Enfin, la suite, les autres films. Ah, Marocco. J'ai été voir en concert, et c'était pour la deuxième fois, Les Trois Fromages, un groupe de rock de copains. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, ça ne fait pas peur, mais c'est super sympathique, donc je vous conseille. Ils sont sur YouTube, Spotify et tout autant autre de trucs d'écoute. J'étais avec lui. Et Simon était avec moi. Alors Simon et moi, on se souvient pas de tout, mais on se souvient qu'on était ensemble, donc c'est le plus important. C'était très drôle. C'était une drôle de soirée. C'était très particulier. Si vous vous souvenez de rien, c'est inquiétant quand même. Je veux pas savoir. Bon, en tout cas, là, c'est Marocco. Et sinon, en jeu vidéo, Lies of P, super jeu, un sous-like super sympathique, ambiance baroque. Ok. Très bien. Et moi, je vais vous parler d'un truc que j'ai vu il y a 2 semaines. C'est pas un film, mais c'est tiré d'un film. C'est la comédie musicale Retour vers le futur, que j'ai eu la chance de voir à Londres avec ma femme. Et c'est absolument génial. Si vous êtes fan de Retour vers le futur et que vous avez l'occasion, des moyens d'aller à Londres ou à Broadway, mais c'est plus loin, c'est 2 endroits où vous pouvez voir la comédie musicale. Moi, c'est pas un problème pour moi. Ok, non, bah, voilà, j'irai avec toi. Je retournerai avec toi. Et déjà, ça a été chapeauté par les créateurs originels de Retour vers le futur, puisque c'est Bob Gale qui est le scénariste de Retour vers le futur qui a fait le scénario et tout le livre. En fait, je crois que c'est plutôt un livre. Enfin, je sais plus comment il y a un nom. C'est pas exactement scénario, mais c'est lui qui a écrit la comédie musicale. C'est aussi Alan Silvestri qui est de nouveau à la musique, qui a aussi écrit les chansons avec Bob Gale. Du coup, c'est vraiment encore leur bébé. Hein, ils veulent pas lâcher, ça c'est sûr. Et enfin, même Robert Zemeckis a chapeauté le truc. Et ils ont toujours dit qu'ils ne lâcheraient pas. Et ils sont toujours sur tous les projets qui sont autour de leur film. Ça reste dans la famille, quoi. Et ils veulent surtout pas d'un 4, d'ailleurs. Sur le 4, ça, c'est Robert Zemeckis avait dit Over my dead body. Le message est clair. Juste dans la comédie musicale, vous verrez, il y a un petit clin d'œil à ça, un petit voilà, un petit clin d'œil à ça. Et ouais, du génie, enfin vraiment du génie. Enfin, j'ai vu pas mal de spectacles sur scène et là vraiment c'est assez étonnant. Bah, très chouette. Voilà, et ça va jusqu'à vraiment la DeLorean qui se déplace, qui est sur scène. Il y a une DeLorean sur scène et quand elle se déplace, elle roule à 80 miles à l'heure. Tu as carrément en fait des écrans qui se déploient autour de la voiture, dont des écrans en transparence, et tu as des trucs projetés en fait sur ces écrans. Donc ça donne un effet en tête en relief, et en fait c'est le décor qui va bouger autour de la voiture, comme si c'était filmé en fait. Il y a un côté très cinéma qui est assumé aussi, et t'as l'impression vraiment de la voiture avance et file et tout. Enfin c'est super étonnant, et les chansons, les chorégraphies sont hilarantes parce que c'est vraiment comme si tu voyais le film avec les potards à fond en fait. Ouais.
Il y a un moment donné, il y a quand même une chanson, une danse où c'est un rêve de Doc, c'est barré. Ouais. c'est Un rêve de Doc. le Doc qui rêve en fait du futur, c'est complètement barré. C'est absolument génial. C'est pas mal, ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, franchement, et t'as vraiment cette sensation de proximité avec les auteurs. Enfin, il y a un truc vraiment D'amour, en fait. ouais. Une espèce de communion des fans. Enfin, il y a un truc assez chelou quand tu vas voir ça. Non mais vraiment. Et puis il prie, enfin, c'est trop Non, bien. mais t'avais un mec à côté de moi. Non, c'était très drôle. Il y avait un mec à côté de moi. Il était avec son soda. Ou non, il avait sa bière et il avait son paquet de popcorn et il bougeait pas. Il attendait. Il regardait l'écran. Il bougeait. Enfin, il regardait la scène. Donc quand on attendait, il bougeait pas. Il était comme ça. Il bougeait plus. Tu sortais le fan hardcore. Il avait le t-shirt et tout. Il avait le t-shirt contre le futur. Il avait les baskets les Nike de Marty. Il était au taquet. Il bougeait pas. J'étais putain. C'est chaud. Mais c'était trop drôle à voir. C'était vraiment génial. Une ambiance de fou. Voilà. Cool. Eh bien, moi, comme reco, moi, vraiment, la claque dernièrement, c'est Le règne animal de Thomas Caillet avec Romain Duris. En film français, moi, je me dis que peut-être je verrai jamais ça. Tu l'as vu, toi, Maxime ? Non, pas encore. J'ai pas vu non plus. C'est donc juste pour résumer très simplement, c'est l'humanité qui fait face depuis quelques années à des cas de mutation chez certaines personnes qui virent à la mutation animale. En fait, voilà, des gens deviennent petit à petit des animaux, voilà, avec les attributs. Il y a un petit peu à la fin, tu vois, des espèces d'hybrides et qui perdent leur humanité, voilà, qui petit à petit perdent leurs souvenirs, vraiment deviennent des animaux. Et c'est vraiment, déjà c'est hyper poétique, ça a du coup forcément une grosse comment dire, réflexion sur ce qu'est l'humanité. L'humanité, si c'est dans la tête, si c'est le corps, et où tu vois que finalement, c'est un peu cliché, mais les animaux ont souvent plus d'humanité que certains humains. Mais c'est vraiment amené d'une manière hyper chouette, hyper belle, quoi. C'est très poétique, quoi. C'est une fable, et avec des effets spéciaux pour un film. Mais j'ai jamais vu ça dans un film français. T'as à la fois des images de synthèse et à la fois de l'automate, quoi, de la marionnette, mais hyper chouette, tu vois. Tu dis pas, ils auraient dû pas. Non, ils ont mis les moyens dessus. Hein. Il y a les moyens. À aucun moment ça fait cheap ou voilà, et en plus c'est divertissant, c'est drôle aussi, et franchement par rapport à ce que j'ai pu voir dernièrement, c'est vraiment très bien. D'accord. C'est super, je conseille. C'est en salle en ce moment, du coup. C'est en salle en ce moment. Je pense que ça y restera un moment parce que c'est vraiment quelque chose. Ok, très bien. Et Troll 3, voilà. Et Troll 3. Personne n'a vu l'affiche à part moi. T'as fini de balancer des merdes là tout à l'heure, c'est incroyable ça. Et pas Expendables 4 qui est vraiment une. Ouais, il paraît que c'est pas terrible. Une purge. Bon, déjà, hein, ça dégringolait le premier. Le premier, il est cool. Moi, le 1 et le 2, j'aime bien. Je trouve que c'est des bons divertissements. Cool. Mais le 3, à partir du 3, c'est devenu une catastrophe. Très bien. Eh ben, merci. Merci les gars pour merci à toi. cette petite critique merci sur Psychose. Ouais, c'était très sympa. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. On ne sait pas trop encore. Moi, j'avais une idée assez précise. Enfin, j'aurais bien voulu qu'on parle d'un film de Tati, mais à voir. C'est particulier aussi. Hein. Puis c'est un gros morceau aussi. Tout est possible. Donc on verra sur quoi on vous emmène la prochaine fois. Die Hard. Oh oui. Oh oui, avec Bruce Willis. On se tape un téléfilm tout naze là, de TF1, là, tu sais, là, les téléfilms, tu sais, de Noël. Avec toujours les grands-parents. Les trucs sur Netflix, là, les espèces de... non, pitié. Pitié, j'ai dû me taper ça pendant plusieurs années, je peux plus. Moi j'ai essayé, hein, mais... C'est impossible, c'est horrible, c'est affreux. Mais c'est très comique, par contre, on aura plein de choses à dire, de très rigolotes. C'est fatigant quand on c'est fatigant, je trouve. Ouais. Très bien, eh bien, à très bientôt pour un nouveau podcast, et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas, on a croisé une fan avec Simon il n'y a pas longtemps, donc on fait coucou. Voilà. Oui, coucou Enora. C'est ça, Enora. Elle s'en reconnaîtra. Dis coucou, voilà. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous et à dire du bien, enfin, si possible, voilà. Enfin, si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi, c'est grave. Si vous n'avez pas aimé, dites-le aussi, c'est pas grave, on s'en fout. S'il y a des gens que vous détestez, dites-leur d'écouter. Nous acceptons la contradiction, évidemment. C'est une phrase que j'ai volée à un humoriste. D'ailleurs, vous avez des spectacles d'autres prévus ? Ah oui, j'ai même pas pensé, mais oui. Vite fait. Oui, alors vite fait. Moi, demain soir, j'organise, parce que je fais du stand-up. Demain soir, dis-le. Demain soir, pardon, le 24, mardi, bon, du coup, ça sera passé. Mais ce sera pas diffusé, le truc. Oui, donc ça sert à rien, du coup. Non, bah...
Bah oui, on s'en fout, là. Bah, non, du coup, bah, mais en même temps, on peut jamais le faire puisque du coup ça passera toujours. Mais t'as pas des dates en novembre? Ah Ok. si. Ah bah voilà, Si, balance-la, si. balance-la. Je joue le 1er novembre au bistrot Cocagne. Ah bah ça sera diffusé le 1er novembre, c'est bien. Et ben voilà. Et ben, On va aller le voir ce soir, alors. Juste Allez le voir ce avant soir. ou juste après, j'irai bien votre temps pour aller me voir. Merci. Allez-y, courez, c'est maintenant. Moi pareil, je fais des spectacles tout le temps, donc suivez Stand Up Rennes et ça va la troupe, et je reviendrai normalement, je sais pas quand est le prochain tournage, mais possiblement avec un nouveau projet dès le mois prochain, mais j'en parlerai le mois prochain. Suspense, Moi je suspense. sais. Simon il sait aussi. Oui, aussi, je sais. Voilà. Allez, moi je vous quitte. Parfait. Allez, dab. Parfait. Ben moi, voilà, toujours mon court-métrage dont on a parlé tout à l'heure, hein. Allez le voir, partagez-le, écoutez-le, c'est cool, c'est chouette. Et il y aura des nouveaux projets à arriver bientôt. Je vous en supplie, allez le voir, il est trop bien. On pourrait entendre Simon et David en plus. Ouais, Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Bisous. Pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. À tantôt. Tu fais des bisous, toi Moi, je fais des bisous. Moi. J'aime bien les bisous. Très bien.